Mes parents ont dit à ma fille de 7 ans qu'ils l'emmenaient manger une glace, puis ils l'ont conduite dans un orphelinat et ont dit au personnel qu'il en avait fini avec elle. Elle m'a appelé en pleurant depuis le bureau de la directrice. Il m'a fallu 4 heures pour aller la chercher. Je n'ai pas crié. J'ai porté plainte pour abandon tenté. Ce que les caméras de sécurité ont eux en train de rire en partant, a poussé les procureurs à poursuivre quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand j'ai vu les lèvres bleues de ma fille de 8 ans, Meadow, sur ce lit d'hôpital, tremblant de façon incontrôlable malgré 3 couvertures chauffantes, j'ai su exactement ce que j'avais à faire. Mais au lieu de crier sur mes beaux-parents, qu'il avait laissé dehors par un temps de $34 Fahrenheit, environ $1 Celsius, j'ai discrètement tendu au médecin leur message texte. 20 minutes plus tard, les services de protection de l'enfance, DCFS, étaient impliqués. Et le lendemain matin, absolument tous les petits-enfants de la famille Brennan avaient été retirés de leur garde. Mon nom est Rebecca, et je m'apprête à vous raconter comment les grands-parents de ma fille ont failli la tuer à cause de leur obsession d'avoir un petit fils. Je suis infirmière scolaire, ce qui signifie que j'ai vu beaucoup d'enfants malades. Mais rien ne m'avait préparé à voir ma propre enfant au premier stade de l'hypothermie parce que ses grands-parents avaient décidé qu'elle ne méritait pas de dormir à l'intérieur. Cela s'est passé il y a 3 semaines, et les conséquences ont détruit toute la famille de mon mari. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'abord, ce n'était pas une erreur ou une négligence. C'était délibéré, et j'ai les messages textes pour le prouver. Ma fille, Meadow, est l'enfant la plus douce que vous rencontrerez. Elle a 8 ans, adore son sac à dos licorne arc-en-ciel, et croit toujours que les gens sont fondamentalement bons. Elle faisait entièrement confiance à ses grands-parents lorsque je l'ai déposée ce vendredi après-midi pour ce qui devait être un week-end pyjama amusant avec ses cousins. Mon mari, Dal, ne pouvait pas faire le trajet car il se remettait d'une importante opération au dos après un accident sur son chantier de construction. J'ai donc conduit seul Meadow pendant 2 heures jusqu'à la maison de ses parents, la même maison où Dal avait grandi, où son père, Vernon, chef de police, et sa mère, Judith, directrice de banque, avaient élevé 3 enfants et montraient maintenant une préférence marquée pour certains de leurs petits-enfants. Maman, tu penses que grand-mère me fera des crêpes spéciales cette fois ? M'a demandé Meadow pendant le trajet, sa voix pleine d'espoir mais prudente. Elle les fait toujours spéciales pour Trevor et Skyler, avec des pépites de chocolat et de la crème fouettée. Mais elle dit que je n'ai pas besoin de tout ce sucre. J'ai serré le volant un peu plus fort, gardant ma voix légère. Peut-être que cette fois ce sera différent, ma puce. Mais je savais déjà que ce ne serait pas le cas, car Meadow avait commis le crime impardonnable dans l'univers de la famille Brennan, elle était née fille. Et pas n'importe quelle fille, mais l'unique enfant de leur fils cadet, celui qui était censé perpétuer le précieux nom de famille Brennan avec une maison pleine de garçons. Lorsque nous sommes arrivés à leur impeccable maison coloniale à 2 étages cet après-midi-là, tous les autres petits-enfants étaient déjà là, 5 cousins au total pour le week-end. Les enfants de Pamela, Trevor et Skyler, âgés de 10 et 12 ans, jouaient au basket dans l'allée. Les garçons de Nolan, des jumeaux de 8 ans nommés Rowan et Flynn, se passaient un ballon de football sur la pelouse. Judith est sortie, arborant son sourire parfait de grand-mère, celui qu'elle utilisait lors des événements à l'église et des rencontres à l'épicerie. Oh, voilà notre petite Meadow. Viens faire un câlin à mamie. Mais même son câlin était différent. Rapide, obligatoire, comme cocher une case sur une liste. Quand Trevor a couru vers elle, elle l'a attrapé, l'a fait tournoyer et a couvert son visage de baisers. Voilà mon beau garçon, mon futur étudiant d'Harvard. Vernon est sorti du garage, sa présence toujours imposante même à 66 ans, l'autorité de chef de police rayonnant dans chacun de ses mouvements. Il m'a salué d'un hochement de tête, a ébouriffé les cheveux de Meadow distraitement, puis s'est immédiatement engagé avec les garçons dans une discussion sur leurs équipes sportives et leurs dernières réalisations. Êtes-vous sûr d'avoir de la place pour tout le monde ? J'ai demandé à Judith une fois de plus en posant le sac de voyage de Meadow. 5 enfants, c'est beaucoup. Elle a fait un geste de la main, dédaigneuse. Oh, Rebecca, s'il te plaît. Nous avons tout organisé. Cette maison a 4 chambres, tu te souviens ? Nous avons élevé 3 enfants ici. Mais où vont-ils dormir exactement ? Arrête ton hélicoptère parentage, ma chère, a-t-elle dit, son sourire se crispant légèrement. Nous nous occupons de petits-enfants depuis plus longtemps que tu n'es mère. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. La façon dont elle a prononcé « petits-enfants » avec insistance, comme si Meadow était quelque chose de complètement différent.
Mais Dal m'avait supplié de donner une chance à ses parents de l'aider pendant sa convalescence. Et j'étais épuisé de travailler en double quart pour compenser sa perte de revenus. J'ai donc embrassé Meadow pour lui dire au revoir, lui ai dit d'être sage et d'aider ses grands-parents, et je suis parti. J'ai quitté ma petite fille, la laissant entre les mains de personnes qui l'enfermeraient dehors par un temps proche du gel pendant que tous les autres petits-enfants dormaient au chaud à l'intérieur. La dernière chose que Meadow m'a dit était « Ne t'inquiète pas, maman. Je serai courageuse comme papa dit. » Elle a été courageuse, en effet. Assez courageuse pour survivre à une nuit qui allait déclencher une enquête du DCFS, détruire les relations familiales et exposer la laide vérité sur la façon dont certains grands-parents choisissent leurs favoris en fonction de ce qu'un enfant a entre les jambes. Mais aucune enfant de 8 ans ne devrait avoir à être aussi courageuse. Aucun enfant ne devrait avoir à frapper à une porte pendant 10 minutes dans le froid glacial pendant que son grand-père regarde par la fenêtre et lui dit de retourner dehors. Ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes a tout changé. Et quand ma belle-sœur Pamela a vu la séquence de la sonnette montrant ma petite fille suppliant d'entrer pendant que son père lui disait d'être une grande fille et de retourner à sa tante, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Mon Dieu, Rebecca, ils l'ont torturée. » Et nous sommes tous restés là à laisser faire parce que nous ne voulions pas faire de vagues. Mais je m'avance trop vite. Laissez-moi vous raconter exactement comment 2 grands-parents soi-disant aimants ont failli tuer ma fille à cause de leur idée tordue d'héritage familial et comment leurs propres mots, noir sur blanc dans des messages textes, ont fait s'écrouler tout leur château de cartes. Et la vie n'avait pas été facile depuis l'accident de Dal sur le chantier il y a 6 mois. Pendant qu'il se remettait de son opération au dos, j'enchaînais les doubles quarts à l'école primaire où je travaillais comme infirmière. Les Brennan avaient toujours été exigeants. Leur maison fonctionnait comme l'ancien commissariat de Vernon, tout était planifié et contrôlé. L'accident a tout changé pour notre petite famille. Dal supervisait une construction commerciale en centre-ville lorsqu'un échafaudage s'est effondré, lui écrasant 3 vertèbres dans le bas du dos. La chirurgie l'a sauvé de la paralysie, mais la convalescence signifiait un arrêt de travail d'au moins 6 mois, de la physiothérapie 3 fois par semaine et une douleur qui le tenait éveillé la plupart des nuits. L'indemnisation des accidents du travail couvrait le strict nécessaire, mais à peine. C'est pourquoi j'ai commencé à prendre toutes les heures supplémentaires que le district scolaire offrait, école d'été, programme parascolaire, même les cliniques de vaccination le week-end. Nous vivions dans une modeste maison de plain-pied à 3 chambres, à environ 2 heures de chez les parents de Dal. Rien d'extraordinaire, mais c'était la nôtre. Et Meadow avait sa propre chambre décorée avec ses étoiles phosphorescentes qu'elle avait insisté pour disposer en constellation réelle après son unité scientifique de 2e année sur l'espace. Elle était ce genre d'enfant, précise et réfléchie, voulant toujours faire les choses exactement correctement. Les Brennan vivaient à Eaglewood, le genre de banlieue où chaque pelouse ressemble à un terrain de golf et où les gens vous jugent d'après la taille de vos haies. Vernon y avait été chef de police pendant 20 ans avant de prendre sa retraite. Et Judith dirigeait la succursale bancaire locale comme son royaume personnel. Ils étaient le genre de personnes qui avaient des opinions sur tout. Comment élever vos enfants, quel parcours professionnel était acceptable, pourquoi avoir des fils était plus important qu'avoir des filles. Rebecca, nous serions ravis d'avoir Meadow pour le long week-end, avait appelé Judith ce jeudi après-midi. J'étais au travail, m'occupant d'un jardin d'enfants qui avait une perle coincée dans le nez. Tous les cousins seront là. Pamela amène Trevor et Skyler. Et ton beau-frère Nolan amène ses garçons. Le moment semblait parfait. Le week-end du Memorial Day, jour du souvenir, signifiait 3 jours de congé scolaire. Et Dal venait de commencer un nouveau médicament contre la douleur qui l'assommait pendant des heures. Peut-être que le calme l'aiderait à guérir. Mais quelque chose s'est tordu dans mon ventre lorsque Judith a mentionné « tous les cousins ». Ça fait 5 enfants, Judith. Es-tu sûre de pouvoir gérer ? Son rire était aigu, presque offensé. J'ai élevé 3 enfants, Rebecca. Je pense que je peux m'occuper de quelques petits-enfants pendant un week-end. De plus, Vernon est là pour aider. Et tu sais à quel point les enfants respectent leur grand-père. Respect. C'est comme cela qu'elle appelait le fait que les enfants devenaient silencieux et immobiles autour de Vernon, comme de petits soldats attendant l'inspection. J'avais vu cela se produire à chaque Noël, à chaque Pâques, à chaque réunion de famille. Les garçons recevaient des hochements de tête approbateurs et des tapes sur l'épaule. Meadow, si elle avait de la chance, avait une tape sur la tête. J'avais essayé d'en parler à Dal auparavant, mais il les défendait toujours. Ils sont d'une autre génération, Becca. Papa a toujours voulu que le nom de famille se perpétue. C'est important pour lui. Plus important que sa petite fille, avais-je demandé une fois.
Ce n'est pas juste. Ils aiment Meadow. Ils le montrent simplement différemment. Différemment. Comme les cartes d'anniversaire qui accompagnaient des billets de $100 pour les garçons et des chèques cadeaux de $25 pour la librairie pour Meadow. Comme les cadeaux de Noël où Trevor recevait un gant de baseball haut de gamme et Meadow des cahiers d'exercices éducatifs. Comme les photos de famille où les garçons étaient au centre et Meadow était toujours légèrement sur le côté, presque une pensée après coup. Mais Dal souffrait et j'étais épuisé, et peut-être que j'étais trop sensible. C'est ce que je me suis dit en préparant le sac de Meadow ce vendredi matin. Son pyjama le plus chaud, des chaussettes supplémentaires, son éléphant en peluche préféré nommé Professeur Peanuts, et le sac de couchage de notre garage parce que Judith avait mentionné qu'il pourrait laisser les enfants camper dans le sous-sol pour s'amuser. Es-tu sûr de vouloir y aller, chérie? J'ai demandé à Meadow alors qu'elle pliait soigneusement ses vêtements dans son sac de voyage violet. Papa a besoin de calme pour aller mieux, a-t-elle dit. C'était tellement factuel que cela m'a brisé le cœur. Et peut-être que si je suis vraiment sage, grand-mère et grand-père m'aimeront autant que les garçons. Ma puce, ils t'aiment tout autant. Elle m'a regardé avec ses yeux verts sérieux, trop sage pour une enfant de 8 ans. Non, maman, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave. J'ai toi et papa. Pendant le trajet vers Eaglewood, Meadow a bavardé sur ses espoirs pour le week-end. Peut-être que grand-père lui apprendrait les jeux de cartes qu'il enseignait à Trevor. Peut-être que grand-mère la laisserait l'aider à faire ses crêpes spéciales au lieu de juste regarder depuis la table du petit déjeuner. Peut-être que cette fois, ce serait différent. J'aurais dû faire demi-tour. Chaque instinct maternel que j'avais criait des avertissements. Mais je les ai ignorés parce que je voulais croire que des grands-parents, même imparfaits, ne feraient pas délibérément de mal à leur petite fille. Je voulais croire que la famille signifiait quelque chose, que le lien du sang offrait un niveau de protection et de soins de base. Comme j'avais tort. Dangereusement, stupidement tort. Samedi matin, 6h47. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Judith. J'étais déjà réveillé, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, passant en revue les factures, tandis que Dal dormait difficilement dans notre chambre. L'appel matinal a immédiatement fait couler de la glace dans mes veines. Rebecca, tu dois venir chercher Meadow. Elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a de la fièvre? Elle vomit? Mes instincts d'infirmière se sont déclenchés instantanément. Viens juste la chercher, a dit Judith, son ton sec et agacé plutôt qu'inquiet. Elle fait du cinéma, et cela perturbe le petit déjeuner des autres enfants. Le trajet de 2 heures m'a semblé en faire 10. J'ai appelé 3 fois pendant le voyage, mais Judith m'a seulement répondu par SMS, conduis prudemment. Elle va bien. Elle a juste besoin de sa mère. Mais les mères savent. Nous savons quand quelque chose ne va vraiment pas. Et à chaque kilomètre parcouru, la sensation dans mon estomac empirait. J'ai dépassé la limite de vitesse, pris des raccourcis par des routes secondaires et me suis arrêté dans leur allée circulaire à 8h52. Quand j'ai fait irruption par la porte d'entrée sans frapper, la scène m'a figé. Meadow était sur leur canapé en cuir blanc, enveloppé dans ce qui ressemblait à tous les jetés qu'il possédait, tout son corps tremblant violemment. Ses lèvres n'étaient pas seulement pâles, elles avaient une teinte bleue qui a mis ma formation médicale en alerte maximale. Les autres enfants étaient à la table à manger, dévorant de hautes piles de crêpes avec des fraises et de la crème fouettée, riant de quelque chose sur le téléphone de Trevor. Que s'est-il passé? J'ai exigé, m'agenouillant immédiatement à côté de Meadow, vérifiant son pouls. Il était lent, trop lent. Sa peau était glacée même à travers les couvertures. Vernon se tenait dans l'embrasure de la salle à manger, tasse de café à la main, portant son polo de week-end et son pantalon kaki comme si c'était un samedi ordinaire. Elle a dû attraper quelque chose. Les enfants jouaient tous dehors hier. Mais quelque chose n'allait pas au-delà de l'état de Meadow. Son sac de couchage était en boule près de la porte d'entrée, et quand j'ai regardé de plus près, j'ai pu voir de l'humidité dessus, le genre qui vient de la rosée matinale. Son sac de voyage était là aussi, et ses vêtements à l'intérieur étaient froids au toucher, comme s'ils avaient été laissés dans un espace non chauffé. Où a-t-elle dormi la nuit dernière? J'ai demandé, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. Judith est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier décoré de petits coqs. Eh bien, nous avions un petit problème de place. Trevor et Skyler ont pris la chambre d'amis, naturellement, puisque Pamela avait spécifiquement demandé qu'ils restent ensemble. Les garçons de Nolan ont pris l'autre chambre d'amis, alors nous avons organisé une belle expérience de camping pour Meadow dans le jardin. Elle a dit qu'elle aimait le camping.
Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Vous avez mis ma fille de 8 ans dehors. Il faisait $34 la nuit dernière. L'alerte météo sur mon téléphone annonçait des températures proches du gel. La tante était parfaitement sûre, a dit Vernon, sa voix prenant ce ton d'autorité qu'il utilisait autrefois avec les suspects. J'ai utilisé cette même tante lors de mes exercices d'entraînement policier, de qualité militaire. De plus, elle avait un sac de couchage. J'ai attrapé le sac de couchage, vérifiant l'étiquette. Celui-ci est conçu pour un minimum de $50. C'est un sac d'été de notre garage. Avez-vous seulement vérifié? Lui avez-vous donné des couvertures supplémentaires? Elle avait son pyjama et cet animal en peluche, a dit Judith, défensive. Nous l'avons vérifié à 22 heures quand nous avons sorti les chiens. Elle allait bien. C'est là que la voix faible de Meadow a tout coupé. J'ai frappé à la porte, maman. À minuit, j'avais tellement froid. Je ne sentais plus mes orteils. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit des fourchettes qui cliquaient sur les assiettes dans la salle à manger où les garçons continuaient à manger leurs crêpes spéciales. Que veux-tu dire par tu as frappé? J'ai demandé doucement, caressant son front glacé. J'ai eu tellement froid que mes dents faisaient du bruit, comme si elles claquaient ensemble, mais je ne pouvais pas les arrêter. Alors, je suis venu à la porte arrière et j'ai frappé. Grand-père est venu après un moment. Il a ouvert la porte et j'ai demandé si je pouvais entrer juste pour me réchauffer un peu. Le visage de Vernon est devenu rouge. Elle avait besoin d'apprendre à être forte. Toute cette chouchouterie, c'est pourquoi les enfants d'aujourd'hui sont si mous. Elle a 8 ans. J'ai crié, perdant finalement le contrôle. Qu'avez-vous fait quand elle a frappé? Les yeux de Meadow se sont remplis de larmes. Il a dit que je faisais ma bébé et que je dérangeais le sommeil de tout le monde. Il a dit que les garçons ne se plaindraient jamais comme ça. Il a dit que je devais retourner à la tente et être une grande fille. Alors je l'ai fait. J'ai essayé, maman. J'ai essayé d'être courageuse comme papa le dit toujours. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai ramassé. C'est 60 livres, environ 27 kg, de corps tremblant. Nous allons à l'hôpital maintenant. Oh, Rebecca, ne sois pas si dramatique, a dit Judith. Elle va bien, juste un peu frisquette. Un peu frisquette? Regardez ses lèvres. Regardez ses ongles. C'est de l'hypothermie. Judith, c'est ce que nous voyons chez les sans-abri qui dorment dehors, pas chez les petits-enfants qui visitent leurs grands-parents. Alors que je portais Meadow vers la porte, Trevor a crié depuis la salle à manger, « Est-ce que Meadow va bien, tante Rebecca ?» Avant que je puisse répondre, Vernon a dit, « Elle va bien, mon fils. Juste pas aussi forte que vous, les garçons. Certains enfants ne sont pas faits pour l'aventure. » C'est là que j'ai remarqué que le fils de Pamela, Skyler, avait l'air mal à l'aise, poussant ses crêpes dans son assiette. Plus tard, j'apprendrai qu'il avait aussi entendu Meadow frapper. Il s'était même levé pour la laisser entrer. Mais Vernon l'avait arrêté, disant que cela lui forgerait le caractère de rester dehors. 5 enfants dans la maison, 4 lits à l'intérieur, une tente dans le jardin. Le calcul était simple et cruel. Aux urgences du Riverside Medical Center, le docteur Kulani a confirmé une hypothermie modérée. C'était une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux bienveillants et des mains calmes qui parlait doucement à Meadow tout en commandant des couvertures chauffantes et des fluides intraveineux chauffés. Alors que l'équipe médicale s'efforçait d'augmenter la température corporelle de Meadow en toute sécurité, surveillant son rythme cardiaque pour détecter toute irrégularité dangereuse, le docteur Kulani m'a prise à part pour les questions d'admission standard. Combien de temps a-t-elle été exposée aux températures froides? Environ 9 heures, ai-je dit, ma voix creuse et mécanique. D'environ 21 heures à 6 heures du matin. Mes beaux-parents l'ont forcée à dormir dehors dans une tente pendant que 5 autres petits-enfants dormaient à l'intérieur de la maison. L'expression du docteur Kulani a immédiatement changé. Son calme professionnel s'est fissuré juste assez pour montrer une véritable alarme. Ils l'ont forcée? Pouvez-vous développer? Était-ce une forme de punition? Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de place à l'intérieur. 2 chambres d'amis pour 5 enfants. Alors, ils ont mis ma fille dehors par un temps de $34 avec un sac de couchage d'été. Et où dormaient les adultes? Dans leur suite parentale à l'intérieur, au chaud. Elle a pris des notes sur sa tablette, sa mâchoire se serrant. Madame Brennan, je dois poser des questions difficiles. Meadow a-t-elle déjà fait l'objet de traitements différentiels? Y a-t-il un schéma ici? C'est là que j'ai pris la décision qui allait tout changer.
J'ai sorti mon téléphone, mes doigts stables, malgré la rage qui montait dans ma poitrine. J'ai des messages textes. Des mois de messages. Laissez-moi vous montrer exactement quel genre de personnes ont laissé mon bébé gelé dehors. La première capture d'écran datait d'il y a 3 mois. Un message que Judith avait envoyé à Dal et qu'il m'avait montré lors d'une dispute concernant les projets de Noël. Dal, nous devons parler de ta situation. Meadow est une gentille fille, mais elle ne va pas perpétuer le nom Brennan. Les garçons de Pamela sont l'avenir de cette famille. Tu dois essayer d'avoir un fils avant qu'il ne soit trop tard. Le suivant était de Judith à sa sœur, que Pamela m'avait fait suivre en toute confiance le mois dernier. J'achète des cadeaux aux garçons au magasin d'articles de sport et j'achète à Meadow quelque chose d'éducatif au magasin de fournitures pour enseignants. Elle n'a pas besoin des mêmes choses que nos vrais petits-enfants. Ce serait du gaspillage. Le visage du docteur Kulani est devenu rigide en lisant. Madame Brennan, y en a-t-il d'autres? J'ai fait défiler jusqu'au message qui faisait trembler mes mains de fureur. C'était de la semaine dernière, dans un message de groupe entre Judith et Vernon, que Vernon m'avait accidentellement inclus avant de me supprimer rapidement. Vernon, Rebecca veut savoir pour les arrangements de couchage pour le week-end. Ne lui parle pas encore de la tante. Elle va juste faire toute une histoire. Meadow n'a pas besoin de ce dont les garçons ont besoin. Ce n'est pas vraiment une Brennan de toute façon. Pas dans le sens qui compte. Mais le pire, celui qui a scellé leur destin, était de vendredi soir. Meadow avait joué avec l'iPad de Vernon plus tôt ce jour-là et avait vu la notification apparaître. Elle l'avait lu et m'en avait parlé juste à l'instant dans le lit d'hôpital, sa voix petite et confuse. Mais la fille dehors. Les vrais petits-enfants ont besoin des chambres. Elle ira bien. Les enfants dormaient dans des conditions pires à mon époque et s'en portaient mieux. Cette mollesse est la raison pour laquelle Dal n'a réussi à nous donner qu'une seule fille au lieu de fils. Le docteur Kulani a posé sa tablette et m'a regardé droit dans les yeux. Madame Brennan, j'ai l'obligation de signaler cela. Cela constitue un danger pour l'enfant et potentiellement des abus discriminatoires. Le schéma d'abus émotionnel combiné au danger physique d'hier soir nécessite une intervention immédiate. Je dois contacter le DCFS immédiatement. Faites-le, ai-je dit sans hésitation. Signalez tout. Êtes-vous sûr? Cela déclenchera une enquête complète. Tous les petits-enfants seront interrogés. J'ai pensé aux lèvres bleues de Meadow, à son corps tremblant, à sa petite voix disant qu'elle avait frappé à la porte à minuit pour être renvoyée. Ma fille aurait pu mourir la nuit dernière. Elle souffre d'hypothermie modérée parce que ses grands-parents ont décidé qu'elle ne méritait pas de dormir à l'intérieur. Alors oui, je suis sûr. Signalez tout. Le docteur Kulani a hoché la tête et a décroché le téléphone de l'hôpital. En quelques minutes, elle parlait à une travailleuse du DCFS, lisant ses notes médicales. Fille de 8 ans, température corporelle centrale de $94,2 Fahrenheit, environ $34,5 Celsius, à l'arrivée. Hypothermie modérée secondaire à l'exposition au froid pendant la nuit. La tutrice signale que l'enfant a été enfermé dehors pendant que les autres enfants restaient à l'intérieur. Preuve de discrimination systématique et d'abus émotionnels via des messages textes documentés. Pendant qu'elle passait l'appel, je me suis assise à côté du lit de Meadow, lui tenant la main qui se réchauffait. Elle m'a regardé avec ses yeux verts confiants et a demandé « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça que j'ai dû dormir dehors? » Non, mon bébé. Tu n'as rien fait de mal. Grand-mère et grand-père ont fait un très mauvais choix, et maintenant d'autres adultes vont s'assurer qu'ils ne le feront plus jamais. Dal est arrivé à ce moment-là, ayant conduit lui-même, malgré les ordres du médecin contre la conduite après l'opération. Il est entré en boitant, utilisant son déambulateur, le visage gris de douleur et de panique. Quand il a vu Meadow branché à des moniteurs et des perfusions, il a failli s'effondrer. Que s'est-il passé? Maman a dit qu'elle avait juste un rhume. Je lui ai tendu mon téléphone avec les messages textes affichés. Tes parents ont laissé notre fille dehors par un temps glacial parce que ce n'est pas un garçon. Lis leurs propres mots, Dal. Lis ce qu'ils ont écrit sur notre petite fille. Pendant qu'il lisait, son visage est passé de la confusion à l'horreur à une rage que je n'avais jamais vue en 12 ans de mariage. Le superviseur de construction doux qui n'élevait jamais la voix, qui défendait toujours ses parents, qui insistait sur le fait qu'ils avaient de bonnes intentions, avait disparu. À sa place se trouvait un père qui comprenait enfin que ses parents avaient torturé son enfant pour le crime d'être né femme. « Je vais les tuer » a-t-il murmuré. « Non » ai-je dit fermement. « Nous allons faire quelque chose de pire.
Nous allons laisser le système qu'il vénère, les services de police et de protection de l'enfance que ton père a défendu toute sa carrière, leur montrer exactement ce qui arrive aux personnes qui mettent les enfants en danger. À midi, l'enquêtrice du DCFS, Madame Robra Thorne, était arrivée à l'hôpital. C'était une femme noire d'une 50aine d'années avec des mèches argentées dans ses tresses et des yeux qui avaient trop vu mais qui conservaient de la compassion. Elle m'a interrogé d'abord, puis Dal, prenant des notes détaillées dans un porte-documents en cuir, tandis qu'une jeune collègue enregistrait tout sur une tablette. Quand elle a parlé à Meadow, elle a été douce mais approfondie. « Ma puce, peux-tu me parler de la nuit dernière ? Dis-moi simplement ce qui s'est passé avec tes propres mots. » Meadow, maintenant stable, mais recevant toujours des fluides chauds par sa perfusion, a parlé clairement. « Grand-mère a dit que tous les lits étaient pris par mes cousins. Elle m'a montré la tente dans le jardin et a dit que ce serait amusant, comme du camping. Mais ce n'était pas amusant. Il faisait tellement froid que je ne pouvais pas dormir. Mes pieds étaient comme s'ils brûlaient mais étaient gelés en même temps. Et quand j'ai frappé à la porte, grand-père m'a regardé à travers la porte vitrée. Je pleurais parce que j'avais tellement froid. Il a ouvert et j'ai dit, « S'il te plaît, grand-père, je suis en train de geler. » Il a dit que les garçons n'agiraient jamais comme des bébés et que je devais apprendre à être plus forte. Il a dit que si j'entrais, je réveillerais tout le monde et gâcherais leur sommeil. Madame Thorne a pris des notes détaillées, puis a examiné les dossiers médicaux et les captures d'écran des messages textes que j'avais fournis. « C'est extrêmement grave », a-t-elle dit. La combinaison du danger physique et des abus émotionnels documentés, en particulier le traitement différentiel entre les petits-enfants basé sur le sexe, nécessite une action immédiate. Je dois contacter les autres familles impliquées. L'enquête a progressé avec une rapidité stupéfiante. À 14 heures, elle avait joint Pamela à sa réunion d'anciens élèves et Nolan à sa conférence d'affaires. C'est là que tout a explosé. Pamela m'a appelé en criant depuis le hall de l'hôtel où se tenait sa réunion. « Qu'as-tu fait ? Le DCFS vient de me dire que maman et papa ne peuvent avoir un accès non surveillé à aucun des petits-enfants en attendant l'enquête. » Je n'ai rien fait, ai-je répondu calmement, épuisé au-delà de toute mesure. J'ai montré aux médecins des preuves de ce qu'ils ont fait à Meadow. C'est l'hôpital qui a fait le signalement, pas moi. Des preuves ? Quelles preuves ? Ça doit être un malentendu. Je lui ai transféré les captures d'écran. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis j'ai entendu des sanglots étouffés. « Oh mon Dieu !» a chuchoté Pamela. « Les vrais petits-enfants ? Ils ont appelé mes garçons les vrais petits-enfants ?» Sa voix s'est brisée. « Rebecca, je dois te dire quelque chose. J'ai remarqué des choses, la façon dont ils traitaient Meadow différemment. Les cadeaux de Noël, les fêtes d'anniversaire au Meadow étaient à peine sur les photos. La dernière Thanksgiving, maman a fait des desserts spéciaux pour chaque garçon, leur préféré, et a dit à Meadow qu'elle pouvait prendre de la crème glacée à la vanille dans le congélateur. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Parce que j'en bénéficiais, a-t-elle pleuré. Mes garçons recevaient les meilleurs cadeaux, le traitement spécial, les fonds universitaires. Oh, mon Dieu ! Savais-tu pour les fonds universitaires ? Maman m'a dit le mois dernier qu'ils avaient créé des fonds de fiducie pour chaque garçon, 50 000 $ chacun. Quand j'ai posé la question pour Meadow et ma Skyler, elle a dit « Les filles n'ont pas besoin d'autant d'aide dans la vie parce qu'elles vont juste se marier. » La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Skyler aussi ? Ils ont aussi fait de la discrimination contre ta fille ? Pas aussi gravement que Meadow. Au moins Skyler a pu dormir à l'intérieur la nuit dernière, la voix de Pamela est devenue amère. Mais oui, les garçons ont chacun des fiducies. Les filles n'ont rien. Et je me suis tue parce qu'au moins mes garçons étaient pourvus. Puis est arrivé le plus grand choc. La voix de Pamela est tombée à un murmure. « Rebecca, je suis assise ici devant mon ordinateur portable. Je viens de me connecter à l'application de la sonnette Ring de maman. Elle m'a donné le mot de passe l'année dernière. Je suis en train de revoir les images de la nuit dernière. Que vois-tu ? Je peux tout voir. La caméra du Porsche arrière montre Meadow frappant à la porte à minuit 13. Elle a frappé pendant 10 minutes d'affilée. Elle était en pyjama et chaussettes, sans chaussures, tremblant tellement qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Papa est venu à la porte à minuit 15. Je peux le voir lui parler à travers la vitre. À minuit 23, il a ouvert la porte, a dit quelque chose et a pointé du doigt la tante. Elle pleurait. Rebecca, elle sanglotait, et il l'a quand même forcée à retourner dehors. Il a dit aux enquêteurs qu'elle n'avait jamais essayé d'entrer. Il a menti. La vidéo montre tout.
À minuit 47, elle a réessayé. Cette fois, il n'est même pas venu à la porte. La caméra la montre debout là pendant 20 minutes avant d'abandonner. Il y a du givre visible sur la terrasse. Son souffle sort en nuages. Elle est finalement retournée à la tente. Envoie-moi ces images. Envoie-les à l'enquêtrice du DCFS. Envoie-les à tout le monde. En moins d'une heure, Madame Thorne avait la preuve vidéo. Vernon lui avait dit directement que Meadow n'avait jamais tenté d'entrer, qu'elle s'était bien portée dans la tente toute la nuit.